Bienvenue à cette édition 2022 du Sustainable City Summit. Je suis ravie d'accueillir Jean-Luc Fugit, député de la 11e circonscription du Rhône. Jean-Luc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter en quoi consiste la feuille de route du quinquennat sur la qualité de l'air ? Alors écoutez, sur la qualité de l'air, il va y avoir beaucoup de choses à faire, donc notamment poursuivre ce qui a été lancé dans le mandat précédent. On a plusieurs leviers pour agir, pour améliorer la qualité de l'air que respirent nos concitoyens, à la fois l'air extérieur, l'air intérieur. Sur l'air extérieur, évidemment, un gros sujet, ça va être de poursuivre le déploiement des zones à faible émission, donc mobilité. C'est un sujet majeur. Sujet majeur sur lequel la première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà repousser les propositions de loi, et notamment la proposition de loi qui vient d'être déposée par le Rassemblement national, qui propose donc de purement et simplement supprimer les zones à faible émission mobilité, alors que c'est un outil d'action pour améliorer la qualité de l'air donc dans nos agglomérations. On aura aussi à suivre le déploiement, la mise en œuvre donc du plan de réduction des émissions liées au chauffage au bois non performant, qui est un sujet que j'ai fait inscrire. Donc, il y a un plan national et j'ai fait inscrire les mesures législatives dans le cadre de la loi climat et résilience. Donc vous voyez, il y a le suivi, il y a la mise en œuvre, il y a l'accompagnement de ces mesures-là qui va être quelque chose de majeur. Et il y a un sujet qui a émergé, qui a en tout cas monte pendant la crise sanitaire, donc la crise du Covid, c'est aussi la problématique de la qualité de l'air intérieur. Et c'est un sujet sur lequel le président de la République s'est exprimé y compris dans le cadre de la campagne présidentielle, mais nous y reviendrons peut-être. Et c'est un sujet sur lequel moi je propose d'avancer aussi et de travailler en tant que président du Conseil national de l'air, que je suis président bénévole. Et c'est un sujet sur lequel je pense qu'il va falloir légiférer pour pouvoir mettre du cadre et faire en sorte que dans tous les espaces clos, on ait une meilleure approche de l'amélioration nécessaire de la qualité de l'air intérieur que l'on respire, qui a un impact sur la santé. Donc on a une feuille de route qui va être dense, qui va être importante, et donc on va faire en sorte de la mener à bien pour améliorer la santé respiratoire donc de nos concitoyens. La santé respiratoire, un premier volet. Et le deuxième, c'est comment est-ce que la loi d'orientation des mobilités a-t-elle été appréhendée par les élus et intégrée au sein des territoires ? Alors, cette loi d'orientation des mobilités, dont moi j'ai eu l'honneur d'être l'un des rapporteurs, et notamment sur la partie développer des mobilités plus propres et plus actives, elle a eu plusieurs outils, un outil majeur. Donc il y a eu le plan vélo, il y a tout ce qui a avancé sur le vélo, et donc les collectivités d'ailleurs s'en saisissent au passage, donc des mesures du plan vélo. À mon avis, on pourrait aller un peu plus vite et un peu plus loin, mais il y a eu peut-être un peu d'inertie. Et puis, faut dire les choses comme elles sont. La loi a été promulguée en fin 2019. Décret d'application sont arrivés au courant de l'année 2020, en plein Covid. Et en plus, vous avez eu par-dessus le fait que vous avez eu les élections locales en 2020. Donc, Covid plus élections locales, force est de reconnaître que tout n'est peut-être pas déployé aujourd'hui. Donc, quelque part, je ne cherche pas d'excuses, mais il faut aussi partir du constat expérimental. Ce qui est certain, c'est que les collectivités se saisissent des orientations de cette loi, puisque c'est justement une loi d'orientation, notamment sur les zones à faible émission mobilité, comme on le disait tout à l'heure, avec le déploiement sur celles qui sont obligées d'en mettre une en place, parce que les normes de qualité de l'air donc, sont régulièrement dépassées, et donc on a un véritable problème de pollution, notamment aux oxydes d'azote, qui est lié donc aux énergies fossiles, un véhicule diesel et essence. Et puis vous avez aussi les 35 collectivités qui ont une nouvelle obligation, c'est-à-dire mettre en place une zone de faible émission mobilité d'ici au 31 décembre 2024. Donc il y a des interrogations, il y a aussi un petit peu des collectivités qui s'interrogent sur comment faire. Il y a aussi le fait que toutes les mesures de la loi d'orientation de mobilité ne sont pas encore disponibles, comme par exemple la lecture automatique des plaques d'immatriculation, qui est un outil important pour pouvoir mesurer l'efficacité des zones à faible émission. Et puis les collectivités aujourd'hui, elles sont aussi dans une situation où elles doivent accompagner et les professionnels et les particuliers, parce que ces lois, elles sous-entendent aussi qu'il faut que l'on évolue sur le type de véhicule avec lequel on se déplace. Il faut développer les mobilités partagées, ça c'est clair, donc transport en commun. Mais il faut aussi aider nos compatriotes à changer les véhicules les plus polluants. Et donc il y a des mesures d'accompagnement de l'État. Les collectivités peuvent rajouter des mesures. On voit bien que toutes les collectivités n'ont pas la même motivation à le faire. Certaines vont être très volontaristes, d'autres le sont un peu moins. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a besoin de tirer tout le monde vers le haut, et donc il va falloir, dans le cadre des mois et des années qui viennent, essayer de faire en sorte que l'ensemble des collectivités aient une approche dont la motivation principale, comme je disais tout à l'heure,
améliorer la santé respiratoire de nos concitoyens. Et donc, le volet des ZFE mobilité doit être quelque chose qui va se déployer sur l'ensemble du territoire, les territoires concernés, d'ici les années qui viennent, mais le faire avec pragmatisme et aussi avec beaucoup de pédagogie, parce que vous savez, quand on parle de pollution de l'air, la difficulté numéro 1 que l'on a, c'est de bien faire conceptualiser ce que ça représente, la pollution de l'air, à nos compatriotes. Et donc pour ça, il faut beaucoup de pédagogie, parce que ça ne se voit pas. Il faut d'une certaine manière rendre visible l'invisible, et c'est pas toujours facile. Surtout avec l'air. Alors justement, ça rejoint assez ce que disait le président de la République en avril dernier, lors d'un discours à Marseille. Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Quels sont les grands chantiers à venir à l'Assemblée, et notamment compte tenu de l'actualité dans les prochaines semaines, surtout concernant l'énergie? Alors, sur la question énergétique, il faut repartir de choses relativement simples. C'est se dire qu'en 2019, quand on lance la loi d'orientation de mobilité et la loi énergie-climat à l'époque, je ne parle pas de la loi climat-résilience de 2021, je parle bien de 2019, on fait le constat qu'on veut sortir sur les 20 ans qui viennent de manière progressive de l'usage des énergies fossiles. Nous avons 3 sources d'énergie. Les énergies renouvelables, le nucléaire, les énergies fossiles. Parmi ces énergies, il n'y a pas d'énergie propre. Ça n'existe pas, l'énergie propre. Et il y en a par contre qui ont un impact environnemental moindre. Et donc, celle qui a l'impact environnemental le plus important, ce sont les énergies d'origine fossile, par les émissions de CO2 et aussi la pollution de proximité que ça crée, comme on vient de l'évoquer avec les ZFE. Et donc, le choix qui a été fait, c'est un choix politique totalement assumé, c'est de dire on va sortir progressivement des énergies d'origine fossile, et donc du coup on va s'appuyer sur les 2 autres piliers, le renouvelable et le nucléaire. Parce que le renouvelable, que le nucléaire, ce serait à la fois trop cher et trop lent, et donc du coup l'idée c'est de travailler sur un mix entre les deux. Et donc l'actualité, évidemment, vous le savez, ça va être le projet de loi d'accélération du développement des énergies renouvelables, autour de l'éolien, notamment l'éolien offshore, autour du photovoltaïque, mais en n'oubliant pas toute la déclinaison possible. C'est que le photovoltaïque, par exemple, il ne faut pas oublier l'agrivoltaïsme, où on va dans le milieu agricole. J'avais fait des propositions dans le cadre de l'OPEC sur le sujet, pouvoir avancer là aussi. Mais ne pas oublier non plus, en termes d'économie circulaire, dont par exemple le développement de la méthanisation. Et on peut même aller plus loin en faisant le lien avec les problématiques d'hydrogène, c'est de faire de la méthanation. Donc tout ceci doit trouver un nouveau cadre. Il faut pour ça donner un cadre qui permet d'aller plus vite, plus fort et plus loin, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, ça va être le sujet majeur. En parallèle, il y a le plan sobriété. Il y a évidemment la question aussi de la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Puisque là, ça s'inscrit évidemment dans l'efficacité et dans la sobriété. Parce que s'il faut développer les énergies renouvelables, je pense qu'on est tous conscients qu'il faut aussi faire un effort à titre à la fois individuel et collectif pour aller réduire donc nos consommations de 10, 20, 30%. Évidemment, les 10%, les premiers, c'est toujours les plus faciles. C'est ensuite que ça se complique un petit peu. Et puis, dans ce quinquennat, on a aussi à continuer à accompagner le monde agricole, donc sur l'agroécologie, la diminution des intrants, la diminution, donc que ce soit les phytos, que ce soit les engrais. C'est lancé. Il y a des orientations qui ont été prises. On l'a vu avec le glyphosate, où nous sommes le seul grand pays d'Europe, le seul, qui a lancé donc une sortie progressive du glyphosate. Ça a été fait de 2017 à 2022 et nous avons fait la moitié du chemin. L'autre moitié doit se faire de mon point de vue au niveau européen, mais n'empêche que la France est le seul qui a avancé sur le sujet, il faut le dire, hein, parce que comme nous sommes en France, que nous avons tendance à faire de l'autoflagellation permanente, sur ce sujet-là, nous sommes les seuls à avoir vraiment avancé. Et donc ça, c'est extrêmement important. Pareil pour les engrais azotés. Et puis, dans ce quinquennat, il y a aussi, je reviens un tout petit peu en arrière, mais en fait c'est lié, c'est aussi bien suivre la mise en œuvre des lois précédentes. La loi climat-résilience, par exemple, qui prévoit de nombreuses mesures sur l'artificialisation, pour lutter contre l'artificialisation des sols, avec des objectifs ambitieux, qui prévoit, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la qualité de l'air et donc sur d'autres sujets. Cette loi climat-résilience, il faut en assurer le déploiement, le suivi et éventuellement la réorientation de certaines mesures. Donc on a beaucoup de travail et je pense que ça va être quelque chose d'assez palpitant. Palpitant à suivre. Merci beaucoup monsieur le député d'être avec nous aujourd'hui et puis pour ce point d'étape. Merci. Qui en appellera d'autres. Voilà. Merci à vous.